Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je suis sûr que les discussions sont passionnantes et franchement, si vous pensez que votre discussion est plus passionnante, on sera pas vexé que vous la continuiez dehors. Et vraiment, c'est sincère quand je dis ça, parce qu'il y a vraiment, enfin, les couloirs sont toujours aussi intéressants que les salles, mais du coup, on va commencer ici parce qu'on n'est pas tout à fait en avance sur le timing. Donc, je m'appelle Tanguy, je me présenterai un petit peu plus tard parce que j'interviendrai aussi. Je vais essayer d'animer cette séance. On est sur un format qui est, enfin en tout cas moi c'est la première fois que j'anime ça. On va intervenir très rapidement sur le sujet, on est 4, on va essayer de tenir 2 minutes par personne pour lancer tout de suite une discussion parce qu'on a environ 1 heure, un peu moins maintenant. Donc on va essayer d'être précis. Donc, et ensuite dans la discussion, vous pourrez si vous voulez poser des questions et puis bah, les gens qui se sont présentés essaieront d'apporter leur point de vue là-dessus ou aussi apporter des témoignages, des remarques, vos propres interventions. On va essayer d'être concis de notre côté, donc on vous demandera aussi d'être concis et d'essayer de rester sur le sujet parce que c'est vrai que quand on parle de SSA, on a envie de partir dans tous les sens et l'idée c'est quand même d'arriver à circonscrire un peu la discussion. Donc j'aurais peut-être à être un peu méchant et à vous recadrer, mais j'espère pas. Voilà, et puis on essaiera aussi de faire tourner la parole. Donc si vous avez déjà pris la parole, on essaiera de faire tourner la discussion auprès de gens qui n'ont pas déjà pris la parole, et puis on aura une petite attention à l'expression de genre, puisque nous avons été, et pour le coup je n'endosse pas cette responsabilité cette fois-ci, j'ai pu le faire par ailleurs, mais on est 4 mecs à intervenir ce matin là-dessus, donc on essaiera de faire attention à ça par la suite. Donc je ne m'étends pas plus là-dessus, je passe tout de suite la parole à Laurent qui va se présenter et intervenir dans la foulée. D'accord, donc voilà, Laurent. Laurent Vève, moi je suis un membre de la CLAC, de la Caisse locale de l'alimentation de Cadenet. Et voilà, donc du coup, parce que le thème, je ne sais pas si tu l'as rappelé ou pas, mais je n'ai même pas rappelé, c'est faire démocratie sans l'État. Voilà, faire démocratie sans l'État. Donc c'était à notre niveau, bon, je crois qu'il faut qu'on remette aussi les Cadenet à son échelle. Hein. On est une petite caisse locale, hein, ça concerne 35 familles et je dirais une 50aine de personnes qui sont vraiment actives dans ce groupe-là. Et donc du coup, on n'a pas eu trop de mal à faire démocratie sans l'État, puisque les institutions en fait on a pratiquement, enfin, on n'a aucun lien avec toutes les institutions, qu'elles soient locales et à plus forte raison nationales. Donc moi, ce que j'ai envie plutôt de vous dire, c'est un petit peu comment on a fait démocratie entre nous, quoi. Hein, et comment notre démocratie locale, elle s'est développée au fur et à mesure de son exercice, au fait, au sein du groupe. Alors, j'ai assisté déjà à pas mal de choses d'hier et moi, j'étais très ennuyé parce que j'avais préparé dans le train et tout ce que j'avais préparé dans le train, ça a déjà été dit hier. Donc voilà, hein, mais donc du coup, si vous voulez, moi j'ai essayé de distinguer un petit peu 2 temps dans le travail qui a été fait au niveau de Cadenet. Il y a eu un moment, je dirais avant que la caisse vraiment démarre, hein, où il y a eu un comité de pilotage et puis ce qu'on a appelé le collectif local de l'alimentation de Cadenet qui s'est créé ensuite. Et c'est vraiment ce groupe de départ, hein, qui a commencé à instaurer un petit peu notre fonctionnement démocratique. Alors, évidemment par des choses qu'on a déjà entendues, hein, à savoir une formation commune pour pouvoir monter, avoir un niveau de connaissances qui se construisent ensemble. Hein. Et dans ces formations, il y avait une formation qui était sur la démocratie participative et la participation citoyenne. Donc il y avait un volet qui était vraiment lié à cette problématique-là dans la formation. Alors comme je sais qu'on doit aller vite, je vais accélérer. Hein.
Par contre, ça a permis quand même ces temps de formation à ce que tout le monde puisse adhérer vraiment au projet, hein, et à ce qu'on prenne en compte l'hétérogénéité du groupe. Hein, et ça, c'était important aussi par rapport à cet exercice démocratique qu'on voulait avoir. Ensuite, il y a eu une période que je mets ensuite après le démarrage de la caisse, où on a eu une problématique nouvelle, à savoir qu'on a eu des personnes nouvelles qui sont arrivées, et donc il n'y avait pas toute cette histoire en fait, qui avait quand même démarré 2 ans avant, hein, ça a bien duré 2 ans je pense, voilà. Je regarde Fabienne qui est là, qui m'aide, et donc du coup il y a eu un petit peu ce défi de pouvoir intégrer les nouvelles personnes et de constituer quand même, continuer à constituer cette cause commune, et j'hésite à employer le truc de mise à niveau parce que c'est pas ça, mais de faire en sorte que les connaissances continuent à être partagées et qu'on puisse avoir, notamment dans les prises de décision, un niveau de connaissance qui soit égalitaire. Voilà. Et donc ça aussi, ça a été quelque chose qu'il a fallu qu'on travaille. Et donc ça s'est fait en poursuivant, hein, les formations ensemble. Hein, et c'était à la fois l'occasion de revenir sur les formations passées et aussi de continuer pour pouvoir intégrer les nouveaux sur ce travail-là, et aussi par le choix des thèmes de formation qui se faisaient de manière collective. Et ensuite, là, à ce moment-là aussi, s'est posé une question de gouvernance, hein, parce que c'est vrai que le groupe initial, je dois aller vite. Je vais aller vite. Donc voilà, on s'est posé la question de la gouvernance. On en reparlera peut-être au moment des échanges. Voilà, comment intégrer les nouveaux dans la nouvelle gouvernance. Je sais pas. À Thierry. Oui, donc moi c'est Thierry Kopanik, bonjour, coprésident de la Sécurité sociale d'alimentation Alsace. Donc on est essentiellement basé à Strasbourg, mais aussi avec une branche sur le secteur de Mulhouse. Nous avons une caisse mutuelle de l'alimentation Alsace avec 10 familles, 10 expérimentatrices. Et donc pour faire démocratie sans l'État, encore faut-il comprendre comment fonctionne un État avec ses rouages pour pouvoir éventuellement les contourner et composer avec. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire sans connaître ce rouage important, puisqu'il y a notamment dedans les financeurs, oui, parce que évidemment, pour le moment, malheureusement, bon nombre de caisses en passent par les financements publics, et donc c'est utile de connaître ce fonctionnement-là, et on pourra toujours discuter là-dessus. Et d'autant que moi je suis juriste en droit de la consommation, et j'ai eu une grosse expérience en matière de participation aux travaux de l'État. Donc du coup, j'ai une expérience sur son fonctionnement, et ça c'est intéressant à examiner naturellement. On le verra par la suite. Je laisse ouvert le débat. Merci. Merci beaucoup, c'est bon, j'ai le micro, Thierry. Je prends la suite. Donc, Tanguy Martin, moi je milite depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, et notamment son groupe Agriculture et Souveraineté Alimentaire. Et avec celui-là, j'ai participé au tournant de la fin des années 2010 à l'élaboration, vraiment pas tout seul, mais avec plein d'autres camarades à ISF et ailleurs, de cette idée de SSA. Et puis à la suite de ce travail-là, on a écrit avec ma camarade Sarah Cohen un petit livre qui s'appelle De la démocratie dans nos assiettes. En tout cas, on l'a signé parce que c'était vraiment un travail collectif d'Agrista sur ce sujet. Moi, là où je voulais essayer d'en venir, et c'est, je pense, une des choses qui nous a fait aboutir à cette formulation, c'était donc de partir de cette idée de la Sécu. Et cette question de la place de l'État, elle est déjà là en 46-47, puisque c'est institué par des ordonnances, qui est vraiment quelque chose de très très descendant, vertical, étatique, et sous le général de Gaulle, qui n'était pas forcément la personne la moins autoritaire de la Terre dans ce secteur. Et à la fois, ça a été mis en place de manière assez autonome par des militants syndicaux, et notamment et principalement par les militants de la CGT, et avec ce principe de financement par la cotisation qui donnait une autonomie relative, hein, puisqu'on n'est pas sorti du tout du système étatique bourgeois français de l'époque, mais une
autonomie relative à ces caisses, et d'ailleurs que le pouvoir central n'a cessé de remettre en cause jusqu'à la réintégration du budget dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. En 95, on a gagné beaucoup de choses en 95, en tout cas on en a perdu peu, mais on a perdu celle-là. Et donc, on crée cette idée du déjà là, cette idée d'un commun, d'une réforme radicale qui vient apporter une espèce de réponse élégante dans un moment qui n'est pas un moment révolutionnaire, mais qui se permet d'avancer tel qu'il est, et donc d'avoir une petite voie médiane entre réforme et révolution, en tout cas de sortir de cette contradiction, je pense, par le haut. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez partagé dans les gens qui ont initié ça et qui sont encore autour de la question de la SSA. Et cette proposition qu'on a faite, justement, il me semble qu'en s'inspirant de ça, elle s'inscrit vraiment dans l'idée de créer une institution qui serait instituée par l'État, puisqu'elle est potentiellement instituable ici et maintenant sous la Ve République, sans avoir à mettre ce régime à bas, ou encore moins à sortir de l'État. Mais elle crée une institution assez autonome et on l'espère assez robuste pour pouvoir, si jamais il y a un changement de régime, même si jamais on rentre dans d'autres types de pouvoirs politiques ou de non-pouvoirs politiques, pouvoir subsister et être utile dedans. Et je pense que c'est ça qui, dans ces moments où on n'a pas forcément de vision révolutionnaire à court ou moyen terme, nous permet quand même d'avancer, de militer. Et je termine là-dessus parce que, en tout cas, c'est sur une note un tout petit peu plus théorique, ou encore plus théorique, selon comment on voit les choses, qui est, moi, ça me fait penser à ce qu'avait écrit le sociologue Eric Olin Wright sur la question des utopies réelles. Donc, on pense une utopie réelle qui participe à éroder le capitalisme, à entrer dans ses failles, mais d'une manière assez robuste pour ne pas être récupéré et pour essayer de faire exploser la roche en rentrant par ses failles. Voilà. Et je donne la parole à Axel. Bonjour, Axel Molina, je suis ici en tant que représentant de PEPS, pour une écologie populaire et sociale, qui est un groupe militant communaliste. Et moi, la question qui me vient à l'esprit avec cette table ronde, c'est pas tant comment faire démocratie sans l'État, mais comment faire démocratie avec l'État, qui me semble beaucoup plus compliqué. Je voulais, à travers ma formation en anthropologie, revenir un petit peu là-dessus. Structurellement, les États, c'est des choses qui se sont mises en place pour stabiliser des économies de classe, et c'est des choses qui centralisent le pouvoir décisionnel dans les mains de quelques-uns. Donc c'est fondamentalement inverse ou incompatible avec la démocratie, qui est censée donner un pouvoir égal de décision à tous. Historiquement, les États ont eu à utiliser la capture de la population, la standardisation des moyens de subsistance et un contrôle inégal des ressources vitales pour pouvoir garder le monopole politique, disons, sur la population. Et ce qui est intéressant avec la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que ça vient directement contredire ces mécanismes de capture de l'État. Le fait de démarchandiser la nourriture, qui est une des principales ressources vitales, ça vient donner une autonomie aux populations qui est énorme par rapport à ce qui a existé ces derniers temps dans notre État. Et en ce sens, je pense que la sécurité sociale de l'alimentation est particulièrement vulnérable au fait d'être cooptée ou détruite par des États centralisés. Alors fort heureusement, on n'est pas coincé parce qu'il existe des formes politiques qui ne sont pas des États et qui sont profondément compatibles avec la démocratie. Je pense aux communes qui sont basées sur l'idée d'une décision locale par des assemblées citoyennes et au format des confédérations, qui sont donc des assemblages horizontaux de communes dans lesquels le pouvoir part toujours du bas pour aller vers le haut. Ces confédérations de communes, c'est l'objectif du communalisme, et c'est ce qu'on essaye de défendre à PEPS. Et c'est en ce sens qu'on fait une proposition de sécurité sociale de l'alimentation durable communaliste, qui permet un petit peu de répondre à la fois aux inquiétudes qu'on peut avoir sur le fait que l'État pourrait coopter ou détruire la sécurité sociale de l'alimentation, et en même temps qui pourrait être un moyen de commencer à préfigurer une société qui va au-delà du capitalisme, au-delà de l'État. On fait des propositions sur cette sécurité sociale de l'alimentation durable communaliste, à savoir l'utilisation de groupes de pairs, donc par exemple des groupes de femmes, des groupes d'agriculteurs, des groupes enfin peu importe, qui permettent de faire du travail démocratique sans reproduire des dominations qui existent usuellement quand on est tous ensemble. On propose aussi d'avoir une assemblée de femmes et une assemblée d'enfants dans les caisses d'alimentation
de la sécurité sociale de l'alimentation. On propose une direction par des groupes locaux qui s'appellent les GLAD, groupes locaux d'alimentation durable. Et puis ensuite une confédération des différentes caisses entre elles au niveau régional, peut-être en suivant des contours de bassins versants, de biorégions, et puis au niveau supra-régional, disons national si on veut. Voilà. Et puis évidemment, sur le reste, on est essentiellement profondément d'accord avec la sécurité sociale de l'alimentation telle qu'elle est proposée, c'est-à-dire conventionnement démocratique, cotisation, etc. Donc on essaye de mêler cette démocratie économique qui est déjà théorisée avec une démocratie sociale qui va un petit peu plus loin dans cette idée. Voilà. Merci beaucoup, Axel. Et bien du coup, vous avez la parole. Tu as levé la main? Non. Ah bon, mince. Ah, je suis vraiment désolé. Alors, je tiens à dire que j'ai été un peu désigné volontaire au dernier moment, donc je m'excuse totalement et je te laisse, tu as la parole. Pas s'inquiéter. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui parce que c'est quand même... j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de ce que j'ai vécu pendant 6 ans à la présidence du régime local Alsace-Moselle. Patrick Heidmann, H-E-I-D-M-A-2-N. Comme ça se prononce, oui. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler du régime local Alsace-Moselle parce que j'ai vécu avec passion la présidence pendant 6 ans. C'est un régime de sécurité sociale complémentaire de sécurité sociale qui est géré par la sécurité sociale dans la sécurité sociale. Mais c'est un petit bijou que nous avons depuis plus de 120 ans en Alsace-Moselle et ça couvre à peu près 2/3 de la population. Et il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il est totalement financé par une cotisation qui est prélevée sur le salaire et sur l'intégralité de la rémunération à hauteur de 1,3%. Et il a également l'autre particularité qui couvre les soins de ville à 90%. Et il prend en charge l'intégralité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait hospitalier et le transport sanitaire. Et l'autre particularité qui est unique en Europe, c'est qu'il a un conseil d'administration et une gouvernance qui est totalement confiée à un conseil d'administration de 25 membres qui est désigné par les organisations syndicales de salariés. Il n'y a pas de représentant d'employeurs ou d'autres organismes, même pas de représentant de l'État qui a voix délibérative dans ce conseil. Donc vous voyez bien que là, cette gouvernance lui confère quand même une indépendance totale parce qu'il a à la fois un pouvoir très élargi sur les prestations qu'il prend en charge, tout comme sur le taux de cotisation, puisque chaque année, il décide de son taux de cotisation en fonction de l'évolution de ses dépenses et des recettes, s'il y en a. Donc pour vous dire, on a commencé il y a 30 ans sous ce format de gouvernance en 95, puisqu'auparavant il avait un fonctionnement un petit peu hétéroclite, et à 1,3%, et aujourd'hui on est à 1,8%, pardon, et aujourd'hui on est à 1,3%. Donc on voit bien que là, malgré le recul des prises en charge du régime général, nous avons continué à couvrir l'ensemble de cette population à 10 hauteur de ce que je viens de vous dire. Et c'est bien le conseil d'administration qui décide de tout. Il décide des prestations qu'il prend en charge, il décide du taux de cotisation, il décide des investissements, des placements financiers sur ses réserves. On a à peu près 500 millions d'euros de fonds de réserve aujourd'hui, c'est-à-dire 9 mois de prestations. On a également des actions de prévention santé publique. On est quasiment celui qui investit le plus sur le territoire d'Alsace-Moselle sur le sanitaire et le social aussi. Et aujourd'hui, on a à peu près pour 4 millions d'euros d'actions de santé publique. Et puis, on a investi plus de 30 millions d'euros dans les structures sanitaires et sociales, particulièrement dans les urgences de nos hôpitaux, puisque c'est ce qui a permis à restructurer sur les plus gros hôpitaux l'ensemble des urgences. Donc, ce régime, il a cette particularité et il vit de façon indépendante. La seule condition qu'il a, c'est de respecter la loi, comme tout le monde, hein, et puis de respecter le code de sécurité sociale en tant que tel. Il nous impose aussi de ne pas intervenir sur 10% du ticket modérateur et les dépassements d'honoraires. Ça, c'est quelque chose qui est écrit, mais il a également une obligation, c'est de veiller constamment à son équilibre. Ça veut dire que nous, on peut changer notre taux de cotisation du jour au lendemain et il est applicable au premier mois suivant de la décision. Et ça, c'est une liberté et qui nous donne vraiment une indépendance et ce qui permet aussi d'avoir une efficience et une efficacité dans sa gestion. Voilà ce que je dirais très, très rapidement, mais après, on pourra en revenir. Merci.
C'est super, c'était très clair et très intéressant. Du coup, bah voilà. Alors, il va falloir que vous m'aidiez pour la transmission de la parole parce que je n'ai pas des yeux derrière la tête. Donc, il faudra que vous pointiez vos camarades de derrière du doigt. En fait, trois salves et puis, Ouais. Mais j'ai deux petites questions, enfin une petite et une grande. La première, c'est quel est donc vous avez dit que le 2 tiers de la population était couverte et le tiers restant, qu'est-ce qui se passe pour ce tiers? Et je rajoute une consigne, c'est comme on est filmé, qu'il y a des gens qui nous regardent et qui n'entendent pas ce que je suis en train de dire en ce moment. Prendre la parole pour le bâton de parole. On en a un deuxième bâton de parole, si tu veux. Tac au tac. Et la grande... Ah, tac au tac. Okay. Donc, par rapport à ça, c'est l'histoire qui a fait ça. C'est que, vous vous en doutez, à l'origine, ça couvrait les salariés. C'est le fruit de l'histoire, c'est-à-dire au retour de la guerre de 70, le chancelier Bismarck, où on était sous protectorat allemand, hein, si je puis dire, et où le chancelier Bismarck devait réparer les dommages de guerre. Et donc, il a mis en place ce régime de sécurité sociale qui prenait l'intégralité des frais de santé à sa charge. Donc, au retour de la guerre de 1945, quand a été mis en place la sécurité sociale sur le territoire français, les pouvoirs publics ont cherché à remettre en cause ce système sur l'Alsace-Moselle. Et là, c'était sans compter la mobilisation des salariés du territoire, et ils n'ont pas pu le remettre en cause. À la différence, c'est que ils l'ont autorisé, ils l'ont mis en place uniquement pour les salariés du secteur privé, pour plusieurs raisons. D'abord, les indépendants qui sont dans l'autre tiers, ils n'ont pas voulu rentrer dans le système. Et les salariés de la fonction publique, des 3 fonctions publiques, eh bien là, ce sont les pouvoirs centraux qui ont décidé de dire on ne veut pas que les fonctionnaires bénéficient de ce régime, qui est un régime particulier. Et à l'époque, en 1945, il était encore provisoire. Il a été rendu vraiment juridiquement intégré dans la loi française en 1995, où c'est là qu'il y a eu également un mouvement de la part des pouvoirs publics qui ont à nouveau voulu le remettre en cause. Et là, encore une fois, ce sont les salariés et les politiques régionaux qui se sont mobilisés et qui a permis que ce régime soit, à ce moment-là, introduit dans le Code de sécurité sociale et soit officiellement reconnu par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Et donc, tout ça, ça a amené que... Mais... ils n'ont toujours pas voulu que les fonctionnaires puissent en bénéficier. Et ça, ce sont les pouvoirs publics qui ne voulaient pas. Parce qu'il y a toujours cette appréhension par rapport aux Alsaciens mosellans et puis par rapport à l'histoire qu'on a vécue dans le dernier siècle qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Ce qui n'empêche que, votre question est intéressante parce que tout simplement, ça fait 2 ans que je bataille pour qu'on puisse élargir le régime local Alsace-Moselle aux salariés des 3 fonctions publiques. Mais là, je me heurte encore une fois à un autre problème, c'est qu'il y a un lobbying très fort des assureurs, des mutuelles et des groupes de protection sociale qui refusent à ce que ça se fasse, tout simplement parce qu'on leur piquerait 40% de leur marché. Et donc, c'est la réponse peut-être à la question que je voulais poser. C'est pourquoi est-ce que ce système, s'il fonctionne bien, il n'est pas généralisé à toute la France? Là, je propose qu'on refasse prendre quelques questions, mais tu peux la garder en tête et Merci on prendra Patrick. une salve de réponses. Moi, maintenant, je commence à bien connaître le régime local Alsace-Moselle, pas seulement parce que je vis en Alsace, comme vous l'aurez compris. Je suis l'autre coprésidente avec Thierry de l'Association pour une sécurité sociale de l'alimentation Alsace. Et du coup, moi, j'avais envie de t'inviter, Patrick, à parler de la solidarité intrafamiliale, intergénérationnelle et interprofessionnelle qui est hyper importante. Et peut-être juste un petit point de précision, c'est que c'est l'épreuve du réel, en fait, l'expérience qui a fait que nous démontrons aujourd'hui, depuis 30 ans en Alsace, que quand on laisse la possibilité de décider par elle-même, pour elle-même, et dans le bénéfice et l'intérêt de toutes et tous, en fait, les travailleurs ne sont pas fous, ils font les choses bien, et le patronat en est content. Donc ça, c'était déjà une première remarque. La deuxième, c'est qu'on a toujours l'impression, bah oui, mais bon, c'est des Alsaciens, ils sont très rigoureux, etc. Certes, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a quand même, peut-être de le dire dans ce sens, parce que quand vous le comprendrez quand Patrick parlera de ces solidarités intrafamiliales, interprofessionnelles et intergénérationnelles, c'est que nous créons en fait sur notre territoire les conditions de la prospérité. Merci Vas-y, Patrick.
Une dernière question non alsacienne, s'il vous plaît. Vas-y. Alors, ça arrive. Oui, peut-être une dernière question. Je ne sais plus si vous gérez les allocations familiales. Et donc, comme je sais qu'il y a un gros lobbying du patronat pour supprimer les allocations familiales, alors qu'on pourrait y voir aussi une partie de cotisation qui pourrait aller sur la SSA. Voilà, mais peut-être que vous ne gérez pas. Donc, pardon, c'est de mon ignorance. Non, on ne gère pas les allocations familiales, on gère uniquement la partie santé. C'est-à-dire que jusqu'en 1945, il y avait également un régime de retraite de vieillesse qui était très avantageux en Alsace-Moselle et qui a été supprimé suite à la mise en place de la sécurité sociale, qui a été figé, je dirais. Alors, effectivement, Somac, tu as raison, mais je ne voulais pas être trop... On a aujourd'hui, je vous ai parlé du taux de cotisation de 1,3%. Mais quel que soit l'assuré, quelle que soit la situation professionnelle, quelle que soit sa situation personnelle, c'est-à-dire qu'il est à la recherche d'un emploi, qu'il est invalide et qu'il est retraité, il paye le même taux de cotisation, 1,3% de son salaire ou des revenus de remplacement dont il bénéficie. Et ce taux de cotisation, il couvre à la fois le salarié, son conjoint, et c'est tous ses enfants à charge jusqu'au 24e anniversaire. Et c'est ça la solidarité intrafamiliale. C'est-à-dire que là, il y a une contribution d'une personne, mais qui couvre l'intégralité de sa famille, sans qu'il y ait un changement de taux ou autre chose. Hein. Mettez ça en face d'une complémentaire santé. Vous pouvez payer à chaque fois que vous assurez. C'est par assurer que vous avez chaque fois une cotisation. Donc ça, c'est ce que j'appelle la solidarité intrafamiliale. L'interprofessionnel, c'est simple. Là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce taux de cotisation n'est pas différent selon votre activité professionnelle, que vous soyez dans la chimie, dans la métallurgie ou derrière un bureau ou derrière un comptoir d'accueil. La personne ou le salarié paye le même taux de cotisation, quelle que soit sa situation professionnelle. Et alors, la dernière, c'est l'intergénérationnel, qui est vraiment la plus importante. C'est que là, il y a une solidarité très forte entre les retraités et les actifs. Tout simplement parce que tout retraité qui n'est pas soumis à la CSG, CRDS, ne paye pas de cotisation au régime, mais bénéficie du système. Il y a 25% de retraités aujourd'hui qui bénéficient du régime local sans contrepartie de cotisation. Et c'est cette solidarité intergénérationnelle également qui est très forte. Et même si tu pars en retraite au moment de ton départ en retraite, eh bien, le taux de cotisation restera toujours 1,3% de l'ensemble de ton revenu de remplacement. Donc ça, c'est vraiment très fort et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force aussi au niveau de ce régime. Et c'est ce qui fait aussi que la population accepte tout à fait à payer ces 1,3%, celle qui est concernée. Et même les fonctionnaires souhaiteraient vivement en bénéficier. Mais là, aujourd'hui, on a ce taux de cotisation qui est une force parce qu'on n'a pas on touche pas de contribution de l'État. L'État n'intervient absolument pas, ni les entreprises. Il n'y a pas de quote-part salariale. Mais tout ça, on est vraiment, c'est vraiment c'est ça qui garantit notre indépendance aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils ne peuvent pas toucher à nos 500 millions d'euros de réserve, hein, puisque ça, ce serait un détournement de fonds et abus de biens sociaux, hein, parce que pour changer la finalité d'une cotisation, c'est clair dans la loi et il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est cet aspect-là qui est encore une fois très important. Puis après, l'autre aspect, effectivement, le conseil d'administration, 95% des décisions sont décidées à l'unanimité, même malgré nos divergences politiques qu'on peut avoir. Vous savez, les organisations syndicales ne sont pas toutes de la même essence et pas de la même, ils n'ont pas toutes la même appréciation des sujets. Par contre, là, sur le régime Alsace-Moselle, on arrive à toujours avoir un consensus. Mais c'est aussi parce qu'il y a un conseil d'administration où on débat, on échange, un conseil d'administration qui ne se termine pas au bout d'1 heure et demie, mais il met 4 heures. Quand j'ai commencé mon conseil d'administration à 14 heures, j'étais sûr presque de terminer à 19 heures. Donc vous voyez un petit peu... Désolé, je vais t'interrompre parce qu'il y avait une partie de la question à laquelle tu n'as pas répondu qui était pourquoi c'est pas étendu, si tu peux vraiment être très très rapide là-dessus. Alors pas étendu, justement c'est ce que je disais, il faudrait qu'il y ait un consensus, à la fois des partenaires sociaux, hein, des deux côtés. La question c'était au reste de la France.
Oui, au reste de la France. Il faudrait que les partenaires sociaux sur le reste de la France soient d'accord à gérer un régime complémentaire de sécurité sociale qui soit sous la responsabilité totale de ces partenaires sociaux et derrière que les salariés soient d'accord à payer les 1,3% qui est prélevé sur leur fiche de paye. Mais cette cotisation, elle est largement compensée par un effet report sur les complémentaires santé. Parce qu'un salarié qui est au régime local, sa cotisation de complémentaire santé est de 40 à 45% moins importante. Imaginez une cotisation base 100 à une complémentaire santé. Le salarié qui est en Alsace-Moselle et qui bénéficie du régime ne paye que 60 pour les mêmes garanties. Donc, vous pouvez vous imaginer. Puis, il y a un autre aspect, c'est que une cotisation, quand vous versez une cotisation au régime local, vous versez 100 € au régime local, 99 € sont consacrés aux prestations. Il n'y a que 1 € de frais de gestion. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, c'est un régime qui est géré par la sécurité sociale dans la sécurité sociale. Donc nous, on s'adosse dans la sécurité sociale. Un salarié qui a sa carte vitale, il a à la fois sa carte vitale de sécurité sociale et du régime local qui est sur celle-ci. Il n'a pas besoin de faire de démarches administratives, tout est automatisé. C'est-à-dire, il suffit que l'employeur mette un code spécifique au moment où il déclare le salarié sur la DSN, il est affilié, il bénéficie. Et le salarié qui cotise, à partir du moment qu'il verse 1 € au régime local, il bénéficie du régime local. Oui, bonjour. François, Réseau Salariat Montpellier. Je vais parler au nom de tout le reste de la France qui n'est pas en Alsace et je voudrais élargir un peu et demander aux camarades de PEPS de nous parler un peu plus de l'aspect confédération dont tu as parlé. Est-ce que pour vous, à PEPS, l'intercaisse actuelle représente une préfiguration de cette confédération ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir et de quoi on parle? Merci. On prend encore 2 autres questions et puis on repasse. Alors, t'en avais une, Bruno, et puis... Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une contribution, puisqu'on est quand même sur peut-on faire démocratie sans l'État? Moi, je pense que non, à partir du moment où l'État, c'est nous. Le problème, c'est qu'à partir du moment où l'État, c'est nous, ça pose un problème. Si l'État, c'est nous, que font les préfets, que font toutes ces administrations? Et je suis fonctionnaire, donc je sais de quoi je parle. Et je sais comment on peut prendre le pouvoir en étant fonctionnaire et en n'étant même pas préfet. Et puis, que font tous ces partis politiques? Ça pose la question. Donc, effectivement, si on travaille, le mot que j'ai pas entendu, c'est le mot autogestion. On doit, je pense, travailler à l'autogestion. Mais moi, je suis carrément, dans ce point de vue-là, d'accord avec Élisée Reclus. Le plus haut degré de l'ordre, c'est l'autogestion, c'est l'anarchie. L'anarchie au sens d'Élisée Reclus, hein, pas le bazar, etc. Donc, à partir de ce moment-là, nos caisses de sécurité sociale, on les construit comment? Moi, je suis pas d'accord avec PEPS qui fait des compartiments avec les enfants, les pères, etc. Je suis pour qu'on soit tous ensemble. J'ai été élu adjoint à la jeunesse. J'ai fait un conseil de la jeunesse, puisque les élus à la jeunesse font des conseils de jeunesse dans toutes les villes de France. C'est sympa, les jeunes peuvent travailler ensemble, ça leur donne un lieu, etc. Mais derrière, il faut faire le lien avec tout le reste de la population, sinon c'est pas... Et puis pire encore avec les enfants, qui eux... ont besoin d'instruction et d'éducation, etc. Donc on ne peut pas les laisser dans leur coin. Et donc je voudrais travailler vraiment cette question d'autogestion à tous les niveaux, puisqu'il faut pouvoir se passer des partis politiques, des préfets, parce que ceux-là, je ne sais pas que je les aime pas, hein, j'ai rien contre eux personnellement, mais c'est la structure même royaliste qui est encore là et qu'il faut pouvoir dépasser. Ça veut dire qu'il faudrait faire un autre colloque sur quelles sont les conditions de l'entraide et de la coopération. Je vous renvoie sur Pablo Servigne, Éloi Laurent, etc. Et j'espère qu'un jour, et je vous appelle à m'aider à le faire, parce qu'on pourrait le faire, pourquoi pas avec les JNE, l'année prochaine, en complément de nos travaux. Alors moi j'avais une question en attendant que Bismarck nous réenvahisse, parce que c'est peut-être la solution finalement. Est-ce que la bonne échelle de travail, c'est pas celle de la commune pour pouvoir commencer à lancer des processus, parce que ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit. Bon, le communalisme libertaire tel qu'il est défini par certains, mais c'est tout simplement parce que d'un point de vue purement pratique, c'est peut-être ce qu'il est le plus facile de faire. On voit ce qui se passe à Montpellier, on voit ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, l'État est surpuissant. Mais il est capable d'avoir une forte influence tout en se délestant de tout ce qui pourrait être mutualisé à l'échelle nationale sur les communes. Et donc, est-ce que le premier travail, il n'est pas justement de travailler à l'échelle de la commune? Mathieu qui voulait poser une question. Vous avez de quoi répondre? Ok. Ça marche.
Ok, merci beaucoup pour les questions qui sont très stimulantes. Du coup, je vais répondre déjà sur la question des groupes de pairs, etc. L'idée du communalisme sur ces questions-là, c'est l'unité dans la diversité. Le but, c'est pas de fragmenter la société, c'est pas qu'on se parle plus entre nous. Le but, c'est de donner des espaces de travail pour que les gens puissent s'organiser en tant que groupe d'intérêts, puisque dans l'état actuel de notre société, il y a des intérêts qui peuvent parfois être divergents ou des dynamiques sociales qui ne permettent pas la pleine expression démocratique des enfants, des femmes, etc. En ce sens, pour moi, les groupes de pairs, ça doit être une étape, mais en effet, après, il faut remettre en commun et il faut réussir à tous ensemble faire démocratie. Je suis sur ce modèle-là. Ensuite, la question de l'intercaisse, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas assez les détails pour vous répondre précisément. Je pense que toute initiative qui essaye de relier les caisses locales peut être une préfiguration d'une confédération. Après, il faut voir comment ça s'organise concrètement. Si c'est à la fois une coordination suffisante pour avoir un intérêt et en même temps quelque chose qui ne va pas reproduire un centralisme qui pourrait dériver vers quelque chose de plus étatique, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, dernièrement, l'échelle de la commune, oui, mais globalement, la commune telle qu'elle existe en tant que quantité étatique actuelle, c'est pas la commune dont on parle nécessairement dans le communalisme. L'échelle locale, pour moi, est la bonne échelle pour initier des choses, mais si possible, on doit essayer de le faire en dehors des structures étatiques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'appuyer dessus pour trouver des ressources, extraire du pouvoir, mais toujours le redistribuer aux citoyens. Juste sur ce dernier point, et je vais me répéter sur ce que j'ai dit, c'est que si c'est ici et maintenant, si c'est pas une réforme pour le siècle des siècles, la cotisation, à un moment, il faudra hacker l'État, il faudra prendre le pouvoir ou un bout du pouvoir dans l'État pour l'instituer, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Si demain on a une réforme politique, peut-être même que la SSA sera pas nécessaire, je sais pas, j'ai pas d'idée de ce que pourrait être autre chose ou ce que sera autre chose, mais en l'état actuel des choses, si on reste dans cette idée de réforme radicale, de déjà là construit à l'intérieur du capitalisme et du système, on va être obligé à un moment. Et après, pour le rendre évidemment aux communes, puis quand Bismarck nous a envahis, on a eu aussi la commune de Paris, donc vive Bismarck. Voilà, avec toute l'ironie nécessaire, vous voyez des smileys un peu partout. J'ai trop parlé, donc il y avait Mathieu, Benjamin, et puis il y a une troisième personne qui peut lever la main pour avoir. C'est parti. Ouais, bonjour à tous et à tous. Une question sur la question vraiment comment faire démocratie là. Dans la situation dans laquelle on est. Je pense qu'on est vraiment empêtré depuis la Révolution française, où il y a quand même deux visions de comment faire démocratie qui s'opposent. Entre d'un côté les élections, et donc le nécessaire outil du parti politique qui est là pour s'organiser, proposer des solutions et du coup les soumettre aux élections, et la vision, donc ça c'est la vision bourgeoise, et la vision populaire qui est une vision de construction collective, d'éducation populaire permanente. Et je suis un peu surpris là de placer la question de la démocratie uniquement dans cette vision de tiens, nous on va faire une proposition d'une sécurité sociale de l'alimentation, et puis on continue de rajouter des choses. Alors certains vont dire écologique et sociale, d'une sécurité sociale de l'alimentation durable, d'une sécurité sociale de l'alimentation communaliste et durable, et ainsi de suite. Et en fait on reste dans une vision où chacun cherche à proposer la meilleure solution et puis à la souhaite, au lieu d'être dans un travail où à une vision beaucoup plus grec des choses, on met des efforts à se mettre autour de la table ensemble et à travailler qu'est-ce qui nous paraît le plus pertinent et à avancer. Et je pense, à mon avis, que c'est comme ça qu'on avancera le plus. Voilà. Moi, je me demandais où est-ce que vous mettez la limite de l'État. Par exemple, est-ce que la sécurité sociale, l'institution, fait partie de l'État aujourd'hui? Bruno disait, il parlait des préfets. Voilà, on a quelque chose. La préfecture, c'est l'État, mais est-ce que les communes sont l'État? Et souvent dans les discussions autour de est-ce que on doit faire avec l'État ou pas, moi j'ai
lu Lénine, l'État et la Révolution, et on parlait de l'État en 1917, mais c'était l'État autocratique qui n'a évidemment, ou pas évidemment, mais aujourd'hui, à mon avis, pas grand-chose à voir, ou s'il y a des choses qui sont communes, il y a aussi beaucoup de différences entre l'État moderne au XXIe siècle et l'État en Russie en 1917 qui est décrit dans ce livre, et du coup, aujourd'hui, faire sans l'État, oui, mais quelle partie de l'État sont vraiment à bannir et pourquoi? Du coup, Bruno répond un peu, les préfets, ils jettent le mot royaliste, du coup, c'est facile de le décrédibiliser. Mais mais par exemple, la fonction publique territoriale, je me demande, ou la fonction publique hospitalière, est-ce qu'il faut absolument faire sans cette fonction publique? Est-ce que ça, c'est l'État ou pas? Voilà, moi, ça me permettrait d'avancer dans la discussion. Merci. J'y vais. Donc Nicolas, moi je suis vigneron dans les Corbières. Bon, j'interviens dans une table. Je fais un truc peut-être qui se fait pas, mais je le fais vite. J'interviens dans une table ronde cet après-midi sur l'agroécologie, et je vais en parler d'un point de vue non pas d'une ferme, de comment ça se met en place d'une ferme, mais plutôt d'un territoire. Et faire ça à l'échelle d'un territoire, ça veut dire avoir un projet politique pour ce territoire, et ça veut dire faire démocratie et sans l'État. Donc on va parler de ça aussi dans la table ronde de cet après-midi. Juste ce que je voudrais dire, c'est je participe aussi à une initiative locale à Lézignan-Corbières. Il me semble moi et pour revenir sur la SSA, il me semble que la SSA, en tout cas les expérimentations locales, c'est quelque chose de vraiment très intéressant parce que en fait, on arrive sur un territoire avec un cadre, voilà, avec des grands principes, et on doit prendre une brèche dans ce territoire. Et du coup, c'est bien un objet politique parce que cette brèche, on décide à quel point on va aller frictionner, à quel point on va s'enfoncer, et quel conflit on va être amené à gérer pendant toute la durée de l'expérimentation. Voilà. Ça, je pense, c'est ce qui explique d'ailleurs la grande diversité des expérimentations. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, et c'est très bien comme ça. Cet objet, on l'a donc à cet endroit de l'alimentation, et peut-être qu'il nous manque des équivalents pour aller perforer dans toutes les brèches qu'on pourrait imaginer. Voilà. Moi, c'est de ça aussi dont je vais vous parler. Par exemple, l'agroécologie, on n'a pas un cadre. On sait que c'est pas par l'État que ça va se diffuser, et on n'a pas un cadre, comme ça pour arriver sur un territoire et dire on va faire de l'agroécologie ensemble. Voilà. Et juste une remarque, ça a été dit, mais bon, enfin, je le redis, ou je le ressouligne, juste, et ça te fait une question pour toi. Moi, je reviens sur tes groupes là, fais gaffe avec les agriculteurs, en tout cas, fais pas des groupes d'agriculteurs, parce que ça on a déjà fait. Ça s'appelle la corporation, et c'est tout ce qu'on essaye de casser. En fait, c'est tout ce qu'on essaye de casser, c'est de mettre la population dans les groupes d'agriculteurs, et c'est très très difficile. Thierry voulait répondre, et puis après je te repasse la parole. Oui, par rapport à la place de l'État, est-ce que l'État peut être détruit? Parce que la question se pose. Tel qu'il est conçu actuellement, il est très difficile à déglinguer, parce qu'il s'est organisé pour pouvoir subsister au-delà de toute catastrophe. Tel qu'il est conçu, les fonctionnaires, ils bougent au fur et à mesure en fonction des promotions. Donc d'une fois à l'autre, ça change, notamment on le voit bien dans le monde judiciaire. Les juges changent sans arrêt d'affectation en fonction des développements, etc., etc. Donc du coup, l'État tel qu'il est conçu, il se survient lui-même, tout simplement. Il a mis en place un système de constitution et de mode de biparlementarisme qui lui permet de rester en place, et on le voit actuellement avec les négociations qui ont lieu entre la droite et la gauche, de manière à éviter de nouvelles élections. Ils s'arrangent entre eux, tout simplement. Et donc, s'il y a une façon de le déglinguer, c'est de s'organiser par les bas, mais attention, on sait très bien, et ça on le voit bien dans les mouvements libertaires,
que l'armée interviendra tôt ou tard là-dessus. Il faut être très vigilant. Donc ça veut dire que ce sont des gens, quel que soit leur mode de vie, de structure, qui doivent s'unir entre eux, quelle que soit leur corporation ou pas corporation. Dernière chose, dans le régime Alsace-Moselle, j'en reviens, et pour préciser que les personnes qui ne sont pas nées en Alsace-Moselle et qui n'ont pas d'activité d'employeur dans Alsace-Moselle ne sont pas couverts par le régime local. Notamment, c'est le cas pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ont le régime général de protection sociale. J'ai dit. Attendez, il y avait Axel qui répond. Ok. On a donné la parole, il y a plusieurs femmes qui veulent parler. Ok, merci beaucoup. Ouais, alors, je voulais rebondir sur plusieurs choses. La première chose, c'est quoi la logique pour un libertaire d'arriver avec des propositions? Il y a une différence entre faire des propositions et imposer quelque chose et dire que les choses doivent uniquement se passer comme ça. Nous, ce qu'on essaye de faire à PEPS, c'est une sorte d'utopie prospective, une idée de ce que pourrait être un système de sécurité sociale souhaitable. Et évidemment que ça va nous influencer dans la manière dont on interagit avec les projets qui existent réellement et qu'on va avoir des convictions. Mais je pense qu'ici, on a tous des convictions sur comment les choses doivent se passer. Et pouvoir se mettre autour de la table, justement, et discuter ces convictions, discuter un modèle, imaginer ensemble un modèle, c'est ça la démocratie. PEPS, c'est pas un groupuscule fermé, c'est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer. Et à aucun moment, PEPS a pour volonté de devenir le truc qui va guider la société de demain. On est quelque chose qui fait une réflexion, quoi. Voilà, on n'est pas une avant-garde. Et sur les limites de l'État, je voulais juste rebondir là-dessus aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a souvent des conceptions très floues de l'État. Et puis, il y a un débat constant en sciences sociales sur ce que c'est que l'État, et puis dans la tradition politique entre marxistes, libertaires, etc. Moi, la définition que j'utilise de l'État et qui guide mes réflexions, c'est un système hiérarchique de pouvoir. Donc, ça veut dire que concrètement, le pouvoir décisionnel, il est dans les mains d'une partie des gens qui sont impactés par les décisions. Et c'est ce critère-là qui nous permet de faire la différence entre un système hiérarchique et un système horizontal. Les systèmes horizontaux, c'est pas des États. Les systèmes hiérarchiques, c'est des États. Potentiellement, s'ils ont un contrôle sur un territoire. Voilà. C'est le truc que j'utilise. Ça ne veut pas dire que l'État tel qu'il est peut pas être transformé en quelque chose de plus horizontal ou qu'il n'y a pas des parties horizontales de l'État qui sont potentiellement utilisables pour la SSA. Hein. Je ne suis pas fermé à ça. On va reprendre une dernière tournée de 3 questions. Donc les 3 personnes se sont déjà sollicitées. Donc désolé Somac, ça sera pour les discussions de couloir. Et ensuite on prendra un tout petit temps, mais on sera vraiment très concis dans nos interventions. Et on arrête là parce qu'il faudra passer la parole au suivant. On a commencé avec 10 minutes, on rend avec 10 minutes max. À toi après. Ok. Moi je voudrais insister quand même sur quelque chose parce que cette idée qu'il suffirait qu'on se mette autour de la table pour discuter ensemble et être d'accord. D'abord, désolé, mais c'est quand même quelque chose qui est dans le déni total du patriarcat et la façon dont la domination est en place. On le voit bien là, ne serait-ce que dans cette salle là. Et donc, ça veut dire quand même que si on n'intègre pas dans nos pratiques démocratiques, c'est-à-dire dans la façon dont on décide de discuter ensemble, ce travail réflexif qui consiste à nous regarder sur nos pratiques de domination, on ne va pas faire changer le système et on ne risque pas d'avancer quelque chose. Et surtout, on va continuer à partir de nos postures dans lesquelles on est, la plupart d'entre nous, de cette petite bourgeoisie urbaine qui pense, qui réfléchit, qui amène des choses, et heureusement, mais qui pense aussi pour tous les autres et qui fait en sorte de ne pas les écouter et surtout de penser de façon assez forte, qu'il n'y aurait pas non plus de ce côté-là une façon de réfléchir l'accès à l'alimentation autrement. Donc, et je pense que autour de cette histoire de rapport à l'État, un des fronts de lutte extrêmement important, c'est ce travail sur les rapports de domination et la façon dont on est en capacité de l'intégrer dans nos propres pratiques et dans les lieux où on a à discuter. Et ça va nous permettre aussi de lever
un frein, qui est quand même pas des plus simples, qui est que sur toutes ces histoires de changement et la façon dont on a besoin de s'approprier un certain nombre de connaissances, on puisse à la fois discuter et s'approprier les connaissances qui nous sont amenées par un certain nombre d'experts, par les ingénieurs en particulier, et en même temps les laisser à leur place dans ce qu'ils ont à nous dire et ne pas penser que parce qu'ils sont dans ces statuts-là, ils auraient les solutions et seraient supérieurs finalement à toutes ces propositions qu'on pourrait faire à partir de nos vies quotidiennes. Merci pour les interventions. Moi, je voulais revenir un peu sur du coup la thématique même de la table ronde qui était, je crois, peut-on faire démocratie sans l'État? Et j'ai l'impression qu'on a parlé de beaucoup comment faire démocratie sans l'État. Et j'aimerais retourner la question, Axel, tu l'as fait au début de ton intervention, c'est comment faire démocratie avec l'État. Enfin, moi, du coup, ça m'intéresse beaucoup les discussions un peu prospectives d'un modèle utopiste qu'on pourrait mettre ensemble en place. Pardon, je suis toujours un peu stressée quand je prends la parole devant autant de gens. Et simplement se dire que, moi, j'ai aussi une approche très pragmatique d'aujourd'hui la place de l'État. On doit composer avec ce qu'elle est aujourd'hui. Du coup, c'est aussi vous poser la question à vous, à quelles conditions peut-on faire démocratie avec l'État? Et juste pour faire un petit retour d'expérience, aussi des choses qu'on a discutées, pas à l'échelle étatique, mais à l'échelle des pouvoirs publics locaux. Quel lien faire entre les expérimentations inspirées de la SSA et les collectivités locales? Je fais de la pub, mais on a organisé un temps d'échange avec des initiatives Dieu, le Phi et Lyon qui parlaient de la place des collectivités locales dans leur initiative, et on en a fait une fiche qui est disponible sur notre site internet Réseau Civam. Et dans cette fiche-là, on parlait des différents retours d'expérience de ces initiatives-là et des bonnes conditions d'une collaboration entre collectivités et initiatives, parce qu'on partait du principe que c'était pas forcément une collaboration néfaste. Voilà. Du coup, c'est aussi des choses qui se discutent à cette échelle-là, et je me dis ça peut être aussi une inspiration sur les réflexions qu'on a à l'échelle nationale. Mais du coup, je voulais vous interroger sur à quelles conditions faire démocratie avec l'État au vu de la situation actuelle. Merci. Donc moi je suis Rémi Carrère, donc je suis à l'association La Bifurcation, où on essaie de pas mal travailler sur tout ce qui est éducation populaire, et notamment en ce moment on met en lumière la sécurité sociale de l'alimentation à travers divers podcasts pour donner la parole à différents acteurs. Et je voulais revenir sur justement ce qui a été dit juste avant sur comment faire la démocratie sans l'État, notamment à travers la sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation, elle nécessite une démocratie alimentaire participative. Et donc à partir de ce moment-là, il y a besoin d'une représentation de toutes les classes sociales dans l'SSA pour justement sortir de l'entre-soi urbain ou CSP+, etc. Et en fait, tout ça, ça entre en contradiction avec l'aliénation par le travail qui est présente dans la société capitaliste et promue par l'État bourgeois. Donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi, la mise en place de cette démocratie participative, elle est conditionnée au fait de repenser le travail, de redonner du temps aux citoyens pour qu'ils puissent s'impliquer dans la société. Et donc, au final, on touche ici une limite, à mon sens, de la sécurité sociale de l'alimentation, une limite qui est posée par le capitalisme et par l'État bourgeois. Et donc, toutes les propositions de communalisme qui ont été faites, je pense qu'elles vont toucher cette limite également à un moment, et que tout ça ne peut pas être mis en place sans transition justement vers le socialisme à travers un État socialiste comme a pu le théoriser Lénine, par exemple. Et voilà, donc c'était juste pour apporter une petite pierre au débat. Et pour finir aussi sur ce qui a été dit, je partage beaucoup ce qui a été dit sur le fait de créer des groupes de travail thématiques. Ça n'empêche pas la répétition des dominations dans ces groupes de travail-là. Et à mon sens, et se partager aussi avec les camarades de la bifurcation, l'éducation populaire, justement, c'est un outil qui est essentiel pour sortir de ces rapports de domination. Et c'est même dans l'essence de la démocratie participative. Du coup, on va reprendre on va défiler la brochette très très rapidement, un petit tour de réflexion, mais vraiment très très vite. Donc Axel, vas-y. L'éduc-pop, c'est trop bien. Et c'est un bon outil quand c'est combiné à d'autres choses et tout. Enfin, moi, je pense que c'est assez central. Je suis d'accord avec le fait que la SSA va se heurter, comme toute expérience de démocratie participative, à la division capitaliste du travail et autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on reste sectoriel dans ce qu'on essaye de faire et qu'on ait une
une vision un petit peu globale. Typiquement à PEPS, on essaye de réfléchir ça dans un projet prospectif qui est la seconde commune, où on parle notamment du travail et de la propriété et de comment sortir du capitalisme, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et on propose une économie centrée sur les communs. Et je pourrais en parler plus à l'occasion dans un couloir. Voilà. Et à quelles conditions faire démocratie avec l'État? Très rapidement, je sais pas, c'est compliqué. Il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Mais en gros, il faut pas qu'on devienne dépendant d'eux, il faut pas qu'on les laisse nous bouffer, et il faut qu'on puisse se défendre s'il y a des revirements. Moi, mon idée, c'est que ça doit toujours être un truc dont on pompe l'énergie et qu'on s'autonomise constamment de l'État. Mais bon, en pratique, bonne chance. Oui, alors pour moi c'est compliqué là, je vous avoue, parce que c'est ce que je me disais au départ, c'est que je vais beaucoup plus prendre que ce que je vais pouvoir donner au sein de cette table ronde, donc c'était vraiment très très intéressant. Et donc moi ce que je peux dire, c'est au niveau de notre expérience à Cadenet, c'est que une question qu'on se pose très très souvent, c'est aussi comment on peut passer à une échelle macro aussi, hein, par rapport à notre petite expérimentation locale, un petit nombre où on s'est construit nos règles, on n'a pas parlé, mais on a des groupes de travail qui ont des mandats, donc je pense qu'aussi il y a la question du mandat qui est importante dans la démocratie. Il y a voilà toutes ces petites questions, mais que on va résoudre, je dirais relativement facilement, parce que on est sur une échelle micro, donc il y a cette question aussi du passage au macro, et donc une des réponses qu'on a envie, nous, d'y apporter, c'est d'essayer d'essaimer au maximum sur tout le territoire, de manière à ce qu'il y ait une multiplicité, une diversité de toutes ces expérimentations qui puissent ensuite effectivement trouver un élan commun, du coup, pour pouvoir aller à une échelle macro, quoi. Vas-y. Oui, donc faire avec l'État, c'est aussi, donc, comme je disais en introduction, comprendre son fonctionnement, mais aussi se repositionner par rapport à la place des élus, puisqu'actuellement, on est obligé d'en passer par les élus par rapport aux demandes de financement. Et il faudrait beaucoup plus aller vers, puisqu'actuellement, on a des élus en mode représentatif. Et pourquoi pas d'imposer tôt ou tard les élus en mode non pas représentation, mais en mode impératif. C'est-à-dire que si on n'est pas content de leur mandat, on les vire, tout simplement. Et ça, c'est une réponse directe. Merci. C'est bon, tu peux garder. Tac. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Non, mais merci. Je passe. Bon. D'abord, je voudrais rectifier 2-3 points. Un, il ne faut pas être né en Alsace-Moselle pour bénéficier du régime local. Il suffit d'y habiter, d'exercer une activité salariée. Et encore, il suffit d'exercer plus de 50% de son activité salariée en Alsace-Moselle. Sinon, ça risque d'être compliqué parce qu'on a quand même des commerciaux qui œuvrent sur notre région. Mais par exemple aussi des salariés, des cheminots, puisque maintenant, dès qu'une ligne ferroviaire est privatisée, eh ben, ces salariés, des cheminots, rentrent dans le privé et donc dans le régime local. Et ils voyagent quand même pas mal pour un certain nombre d'entre eux. Donc voilà. Si les adultes handicapés n'en bénéficient pas du régime local, c'est tout simplement pas, encore une fois, parce que l'État ne veut pas le faire. Et puis derrière, si cet adulte handicapé a une activité salariée en Alsace-Moselle, il en bénéficie de fait. Comme je l'ai dit avant, dès qu'il y a 1 euro de cotisation qui est versé. Faire sans l'État, nous on le fait sans l'État. On gère notre système sans on n'a aucune directive, je vous l'ai dit, c'est nous qui décidons. La seule chose qu'on a, c'est un contrôle de la mission nationale de contrôle du ministère, un contrôle de légalité de nos décisions qui sont prises. Et ça me va très bien, parce qu'au moins comme ça, moi au bout de 8 jours, je dis... Personne ne m'a contredit, on y va et on fonce. C'est un peu ce qu'on a fait sur les investissements sanitaires et sociaux. On a provoqué, on a mis à l'ordre du jour une décision de financement et puis on a attendu la réaction de l'État sur le sujet. Et au bout de 8 jours, c'était bon, alors on est parti et puis on a fait nos investissements comme on voulait. Je crois que là, aujourd'hui, par contre, ce qu'il faut toujours veiller, c'est comme nous,
on veille comme sur la prunelle de nos yeux sur notre indépendance. Et il y a quand même, il faut le dire, un entrisme permanent des technocrates de la sécurité sociale. C'est-à-dire, ils cherchent à nous imposer un certain nombre de choses et à chaque fois, on leur dit « halte là, c'est nous qui décidons, c'est pas votre problème, c'est le nôtre ». Et je crois que là, parfois, et puis à leur décharge, ces technocrates de la sécurité sociale, comme je les appelle, eh ben, ils ont une formation, ils passent par le N3S, qui est l'équivalent de l'ENA de la sécurité sociale. Et donc, ces formations-là, c'est pareil. Là, quand je suis arrivé à la présidence, j'ai dit, moi, je veux qu'il y ait une formation des cadres de la sécurité sociale sur le régime local Alsace-Moselle et comment il fonctionne. Et j'avais même proposé à ce que je puisse intervenir et faire ce cours. Et puis, on m'a refusé l'accès. Mais c'est pas un problème. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Mais donc, voilà. Je crois que faire sans l'État, c'est possible, mais il y a autre chose quand on parle de la communalité. Moi, je pense qu'il faut plutôt penser à l'intercommunalité, à une structure intercommunale. Et je pense que j'ai eu une expérience quand le président de région m'a parlé des problèmes du vieillissement. Il m'a dit, voilà, j'ai un problème, il me faut 480 millions de budget annuel. Alors je lui ai dit oui, moi j'ai une proposition. Vous créez une structure comme le régime local Alsace-Moselle et vous garantissez la prise en charge du vieillissement à la population. Et à côté de ça, il y a une cotisation. Son financement, c'est 1% des richesses produites sur le territoire. Point barre. Et on y arrive. Sauf que je veux pas de maire, pas de député, pas de sénateur, pas de préfet. Ce système-là doit être géré par les contributeurs et les bénéficiaires du système.